Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau thème autour de la question au potentiel, voire haute sensibilité et relations toxiques. C'est un thème qui revient très souvent sur le tapis, si je peux dire, et je me propose de vous en parler et d'essayer de dénouer ce qui se passe dans ce genre de situation. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler effectivement de relations toxiques et de qu'est-ce qui peut se passer. Est-ce que effectivement quelqu'un concerné par le haut potentiel ou la haute sensibilité est nécessairement quelqu'un qui va attirer ce qu'on appelle des pervers narcissiques? Et c'est le terme qui est le plus souvent utilisé. Moi, je vais vous expliquer mon point de vue par rapport à ça. Je suis par rapport à mon expérience. Aussi bien à titre personnel qu'à titre professionnel dans mes accompagnements. Je vais vous dire où j'en suis aujourd'hui. Ce n'était peut-être pas ce que je vous aurais dit il y a quelques années. Ce sera peut-être plus ce que je vous dirai dans quelques années. Mais voilà, aujourd'hui, je vais répondre à ces questions de qu'est-ce qui se passe dans ce type de relation, qu'est-ce qui fait que on les attire, est-ce que c'est nous en particulier qui les attirons, et puis ben, surtout, qu'est-ce qu'on peut développer pour ne plus attirer ce type de relation. Voilà. Alors, vous entendez que dans un premier temps, je parle de relations toxiques et non pas de personnes toxiques. Pourquoi? Parce que je fais le lien tout de suite avec ce que j'ai dit là juste précédemment. Je pense qu'aujourd'hui, on a tendance dans notre société à accuser très vite des gens de pervers narcissiques, de les pointer dès que quelqu'un effectivement peut être dans le contrôle et pas forcément bienveillant. Je ne remets pas ça en question. On va lui mettre une étiquette. On parle même d'une autre étiquette et vous savez combien j'aime pas les étiquettes, ou en tout cas pas sur la longueur et pas pour enfermer les gens dans leur mode de fonctionnement ou quoi que ce soit d'autre. Et donc, je trouve le terme pervers narcissique excessivement violent. Un vrai pervers narcissique, je mets bien entre guillemets, c'est quelqu'un qui aime fondamentalement, qui est câblé comme ça, qui aime fondamentalement faire du mal à l'autre. Ok, un vrai, à nouveau, pervers narcissique, c'est quelqu'un qui va jouir du fait qu'il fait du mal à l'autre et se régaler et continuer à chercher à faire du mal à l'autre. Ça existe, bien entendu, je ne remets pas ça en question, mais ça ne concerne pas forcément le manager avec lequel vous avez travaillé, qui ne se remet jamais en question, qui n'arrête pas de vous contrôler, qui est désagréable, qui peut être humiliant. Il ne prend pas forcément plaisir à faire ça. Okay? Donc, c'est une nuance qui, pour moi, est importante. Après, ça dépend des mots qu'on pose, mais une fois de plus, pour moi, les étiquettes sont pas forcément adéquates. Et je préfère parler donc de quelqu'un qui a un excessif besoin de contrôle, que quelqu'un qui n'a, et ça, je pense que c'est très important de s'en rendre compte aussi, quelqu'un qui n'a pas appris à s'aimer, qui n'est certainement pas sécurisé et qui cherche quelque part à avoir le contrôle sur une situation ou sur quelqu'un ou sur plusieurs personnes parce que c'est sa seule manière de se, non pas sécuriser, mais de combler les failles. Il est obligé d'aller voir à l'extérieur. Et ça concerne plein de personnes à différents degrés, mais ça nous concerne chacun aussi, puisque je pense que on peut nous aussi contrôler à certains moments. Alors, c'est peut-être pas très agréable à entendre ce que je vais vous dire, mais en même temps, je trouve que c'est intéressant de confronter ce qui est en train de se passer. Et une fois de plus, je vais pas dans mon intimité pour toute une série de raisons, parce que je pense qu'il y a une partie qui m'appartient, mais je suis assez à l'aise avec le fait de dire que moi, j'ai vécu beaucoup de ce qu'on appelle le harcèlement, à commencer quand j'étais adolescente par rapport au statut social de mes parents. C'est quelque chose que j'ai encore retravaillé il n'y a pas très longtemps et qui m'a fait beaucoup souffrir, et puis après, dans certaines relations. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, je suis sortie du truc, c'est pas ça mon propos. Mais en tout cas, ça a été un chemin pour moi de vraiment conscientiser ce qui s'est passé et pourquoi moi j'ai laissé faire. Pas forcément drôle, hein, parce que on n'est pas toujours prêt à entendre qu'on laisse faire. Alors, je vais mettre de la nuance dans tout ça, bien entendu, pour pas vous prendre de front directement, parce que je pense que la nuance est particulièrement importante dans ce concept. Ok? Donc, je préfère, en tout cas, dans mes explications, une fois de plus, sortir du mot pervers narcissique. Une fois de plus, je résume, ça existe, mais c'est quand même pas la majorité des gens qu'on a face à nous. Okay? Je préfère parler non pas de personnes toxiques, mais de relations toxiques, puisque
Dans une relation, il faut qu'on soit deux et à un moment donné, on a laissé faire quelque chose. D'accord? Donc, comme j'aime le dire, pour glisser là-dedans, parce que pour moi, c'est un vrai mécanisme. On ne passe pas du jour au lendemain dans une relation qui est pouf, toxique directement. C'est rare, je pense. Alors, euh, elle n'est peut-être pas dans l'amour, dans le cœur, elle est peut-être mal engagée, cette relation, j'entends bien, parce que de part et d'autre, il y a des gens qui ont besoin, bon, si on prend une relation de deux personnes, il y a deux êtres qui ont besoin de, à un moment donné, se rassurer, avoir le contrôle pour l'un, pour l'autre, se sentir aimé. Et il y a des jeux qui se font. On parle, si vous connaissez le triangle dramatique, le triangle de Karpman, où on parle de victime, bourreau et bourreau persécuteur, c'est la même chose, mais victime, bourreau et sauveur, je vais y arriver. C'est un triangle, je l'expliquerai une autre fois si vous le souhaitez, parce que sinon je ferai un long direct, une longue vidéo. Mais ce triangle dramatique, en fait, met en avant, allez voir sur Internet si vous ne le connaissez pas, un triangle de Karpman met en avant les jeux de pouvoir dans lesquels on peut glisser. Et on glisse tous les jours dans les jeux de pouvoir. Quand vous dites à votre enfant, mange tes épinards et tu auras un dessert, ou mange tes légumes et tu auras un dessert, vous faites quelque part vous le manipulez parce que vous pensez que c'est bon pour lui de manger ses légumes et que le seul moyen que vous avez trouvé à ce moment-là, c'est de lui promettre un bonbon ou un cadeau. Okay, et on fait ça tous les jours. D'accord, c'est pas l'idéal, mais on continuera à le faire. Okay, donc, ce que je pense important, c'est de pouvoir observer à quel moment on glisse dans ce type de triangle, dans ce type de jeu de pouvoir. Et je dis toujours, c'est pas le problème d'y glisser. Pour moi, ce qui est important, c'est d'observer qu'on y reste et qu'on n'arrive plus à en sortir à un moment donné. Ça, par contre, ça me semble vraiment quelque chose d'important. Okay, donc, comment j'explique une relation qui devient toxique? Après, j'expliquerai pourquoi et je ferai le lien avec le haut potentiel et la haute sensibilité. Mais pourquoi est-ce que une relation devient toxique? Donc, je dis parce qu'on est dans ces espèces de jeux de pouvoir. Exemple très concret. Je pense fondamentalement pour qu'il y ait une relation qui passe par là, c'est que très souvent, on a en face de nous quelqu'un qui vient combler, ou on a l'impression qu'il vient combler, ne fût-ce que momentanément, ce réservoir d'amour en nous qui n'est pas plein ou pas suffisamment rempli, qui est même peut-être même à sec. Et parfois on est conscient, parfois on ne l'est pas. Ça dépend de ce qu'on a déjà travaillé, de ce qu'on a déjà rencontré, etc. Et ça peut se passer dans différents contextes. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a en face de nous quelqu'un qui vient nous faire un compliment, nous dire qu'on est beau, qu'on est belle, et on n'est pas tous sensibles à la même chose. Parce que si on a déjà vécu des choses avec d'autres personnes ou dans d'autres relations, il peut y avoir les petites antennes qui se mettent en place. Et puis sur d'autres choses, non, parce que c'est juste ce qu'on a envie d'entendre. Qu'on a fait un magnifique travail, qu'il a jamais ou elle a jamais rencontré quelqu'un comme vous, où vous êtes le collaborateur le plus efficace qui soit, que vous faites vraiment un bon travail, qu'il est impressionné. Alors, on ne l'entend pas tous de la même manière en fonction de notre histoire de vie, mais il peut y avoir plein de choses qui, chez nous, cliquent. À un moment donné, au moment où on se dit, on ne se le dit pas comme ça évidemment, mais on sent que le réservoir d'amour est rempli. On a l'impression que notre réservoir d'amour est rempli parce que quelqu'un nous donne de l'attention, nous regarde tel que nous pensons, tel que nous sommes, nous apprécie tel que nous sommes dans notre unicité, et ça fait du bien. Et c'est souvent là le piège, c'est à un moment donné quand quelqu'un, surtout quand on est dans des moments de manque, de solitude, où on ne va pas forcément bien, s'il y a quelqu'un qui arrive avec ce genre de posture face à nous, ça ne veut pas dire que la personne vient avec une intention malhonnête, soyons bien clairs, sont les mécanismes, mais si la personne vient avec ça, c'est là où on peut commencer à glisser. Et toutes les personnes, d'ailleurs, y compris moi, quand je fais un peu d'introspection, avec qui j'ai travaillé sur ce type de glissement dans des relations toxiques, où il a fallu qu'elles en ressortent, à chacune, sans exception, quand j'ai posé la question, mais est-ce qu'à un moment donné, tu as eu l'intuition? On parle beaucoup de l'intuition dans ce congrès. Est-ce que tu as eu l'intuition de te dire, il y a un truc pas juste ici? Toutes, sans exception, m'ont dit oui. Et vous le savez, si vous voulez bien regarder, on n'a pas toujours envie de regarder, ça c'est autre chose. Mais vous le savez qu'à un moment donné,
ah, ça fait du bien. C'est un peu comme quand on mange du chocolat, hein. On sait bien que pas forcément bon pour notre foie, qu'on en a déjà mangé beaucoup et que dans l'absolu, vaudrait mieux laisser de côté. Mais qu'est-ce qu'il est bon ce chocolat sur le moment ou ce morceau de gâteau. C'est la même chose dans les relations. On prend parce que ça nous fait du bien sur le moment. Même s'il y a une petite voix qui nous dit attention, 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 tu t'es déjà fait avoir. C'est le mot que je réentends souvent, tu t'es déjà fait avoir. Okay. Et en fait, moi, je dis, avec le recul aujourd'hui, je ne sais pas si on s'est déjà fait avoir par l'autre ou si on s'est déjà fait avoir par nous, par le fait que nous n'écoutions pas cette petite voix. Donc ça, je pense que c'est aussi important de pouvoir être au clair avec cet aspect-là des choses. Okay. Donc, on a d'un côté quelqu'un, nous en l'occurrence, qui pouvons dans ce cas-là avoir envie d'être remplis par, donc remplir ce réservoir d'amour par vide, par quelqu'un qui nous donne de l'attention, d'accord. C'est souvent comme ça que ça commence. Regardez si vous avez eu le sentiment, si vous avez le sentiment que vous avez déjà été vous avez glissé dans ce type de relation, regardez vraiment comment ça a commencé. C'est rare que quelqu'un arrive et vous jette la pierre ou vous humilie et que ça peut arriver. Mais c'est quand même assez rare. Souvent, il y a quelque chose de l'ordre de la séduction pour rentrer dans le lien. Et quand j'entends séduction, c'est un thème générique. Ça ne veut pas dire que c'est une séduction comme si vous alliez être dragué ou quelque chose comme ça. C'est juste, voilà, quelqu'un qui vient, qui vous fait un compliment. Okay. Mais de l'autre côté, on a aussi quelqu'un qui, à un moment donné, a besoin d'être regardé comme, peut-être pas consciemment le sauveur, mais comme la personne qui vient en aide, qui est capable de remplir ce réservoir et heureusement qu'il est là, etc. Et ça nourrit l'autre personne. Et plein de fois, j'ai observé que c'est dans des intentions positives. Okay. Mais comme la relation ne fonctionne pas elle fonctionne par rapport à des blessures, parce que là, on a vraiment des blessures qui sont en train de s'opposer. Ça, c'est assez courant par rapport à des ombres, l'ombre et la lumière. Les parts d'ombre que nous avons, c'est ça qui est en train de danser. Ce sont nos parts d'ombre respectives qui sont en train de danser. Et si on n'est pas conscient de ça, effectivement, c'est qu'on continue dans ce type de relation, puisque ça nous a fait du bien à un moment donné, et on aimerait continuer à recevoir des choses qui fonctionnent comme ça, jusqu'à ce qu'à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Alors ça peut parfois prendre longtemps, ou ça peut être des sursauts. On finit par se dire, attends, il y a un truc qui n'est pas juste là. Et on va commencer à, peut-être pas tout de suite exprimer, ça dépend de notre histoire de vie, mais peut-être pas tout de suite exprimer, peut-être pas dire les choses de manière abrupte, ou on va le faire, quoi. Et c'est à ce moment-là que quand l'autre sent qu'il perd le pouvoir, parce que c'est vraiment ça, en fait, ce qui est en train de se passer dans la relation, c'est que l'autre, donc dans le cas où vous estimez que vous êtes abusé, c'est dans ce cas-là, mais on peut re-switcher par la suite. L'autre, effectivement, a besoin d'avoir le contrôle sur la relation parce que c'est ce qui le rassure. Et ce qui se passe à un moment donné, c'est que l'autre, celui que souvent nous appelons pervers narcissique et que je ne souhaite pas appeler le pervers narcissique, moi je préfère l'appeler le contrôlant. Ce qui se passe chez le contrôlant, c'est que qu'est-ce qu'il fait? Il commence à utiliser d'autres techniques qui peuvent aller jusqu'à on vous lance des pics, au début c'est un peu en blaguant, et puis ça peut aller jusque des formes d'humiliation, même parfois relativement graves. Okay. Et moi la question que je pose ici, c'est qu'est-ce qui fait qu'on maintient ça? Qu'est-ce qui fait qu'on reste là-dedans? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, nous, parce que de l'autre côté, s'il y a un contrôlant, il faut aussi qu'il y ait quelqu'un qui ne dise rien du tout. Il faut aussi qu'il y ait quelqu'un qui, et ça c'est un énorme piège, notre capacité d'empathie, notre capacité de comprendre. Moi je dis souvent, j'ai répété cette phrase pendant des années aux personnes que j'ai accompagnées, comprendre ne veut pas dire accepter. Je peux comprendre que de l'autre côté, j'ai vu ça dans des relations amoureuses, par exemple, des femmes ou des hommes, je l'ai entendu des deux côtés, qui me disaient, oui, mais il a eu une enfance terriblement difficile, je ne peux pas le laisser. Ok, je peux comprendre qu'il a eu une enfance terriblement difficile et ouvrir le cœur à ça, mais ça ne veut pas dire que moi, je dois me laisser rabaisser. On peut avoir eu une enfance difficile et on peut travailler sur soi. Et à un moment donné, se rendre compte de nos schémas et de ce qui nous a embarqués là-dedans. Okay. Donc,
j'ai commencé par expliquer le mécanisme avant de revenir au potentiel hypersensible, etc. Mais pour moi, le mécanisme de la relation toxique, c'est ça. C'est-à-dire que d'un côté, il y a quelqu'un qui a besoin de contrôler la relation, mais de l'autre côté, il y a quelqu'un qui n'écoute pas ses intuitions, il y a quelqu'un qui a besoin de remplir son réservoir d'amour et qui laisse faire, qui se contient, qui n'exprime pas et qui à un moment donné ne fait plus marche arrière parce que parfois, on s'est même aveuglé, on s'est raconté des histoires parce que ça nous arrangeait de nous raconter des histoires. OK. Voilà, ça c'est tout un mécanisme. Alors on va pas rentrer dans le pourquoi ce mécanisme se met en place, etc. Il y a quelque chose qui vient de l'enfance, bien entendu. Hein, c'est pas pour rien qu'on arrive à ça, mais je vous invite vraiment à observer à quel moment vous êtes en train de glisser. Et à l'inverse, ça c'est la chose un petit peu moins agréable, mais nous aussi on peut contrôler. Moi, Nathalie, quand vous me voyez, souvent on me dit oh, quelle bienveillance, douceur, etc. Mais je peux vous dire que je peux être hyper contrôlante à certains moments. Et c'est intéressant parce que c'est un peu ce que Rémi Tremblay nous a partagé à un moment donné hein, quand il a parlé de son expérience. Je ne sais plus comment il a dit ça au début de l'interview par rapport à ses équipes. Mais oui, le dictateur, c'est ça. Dictateur contrôlant, c'est pas loin. Hein, on est dans des notions qui sont similaires. C'est le fait de reconnaître le contrôlant ou le dictateur en nous. Parce que nous aussi, parfois, on a envie d'avoir le contrôle. Quand on essaye d'avoir le contrôle sur ce que nos enfants font, etc. Moi, j'ai vu ça avec mes beaux-enfants sur leurs études. J'ai dit à un moment donné, tais-toi. Par exemple, ma belle-fille, j'observe quelque chose par rapport à ses études depuis un moment donné. J'ai vraiment dû lâcher le côté contrôlant, à ma part contrôlante, pour la questionner. Hein, parce que je suis pas sa maman, j'ai pas à mettre, et puis de toute façon, elle est jeune adulte, et c'est à elle à décider ce qu'elle fait de sa vie, j'estime. Parfois, je me sens impuissante par rapport à elle ou par rapport à d'autres gens de mon entourage, mais je peux poser des questions, je peux proposer mon aide, mais si elle ou ils n'en veulent pas, même si je vois tout à fait les choses, c'est à eux à faire leur chemin. Et c'est pas facile, hein. C'est pas facile enfin en tout cas, ça ne l'a pas été pour moi, de lâcher quand on se voit impuissant et qu'on a, et ça c'est quand même assez bien connecté au potentiel, on voit tout à fait, je pourrais dire, ma belle-fille, ça fait 3 ans que je sais ce qui lui convient. Ah ouais, mais ça lui a pris 3 ans, ça y est, maintenant le franc est tombé, comme on dit chez nous, mais elle fait le processus elle-même, c'est son choix, c'est son processus, et que ça devait être comme ça. Et donc, tout ce que je peux faire, c'est quand elle m'en a parlé, c'est accueillir. Accueillir ce qu'elle m'a dit, accueillir ses choix. Et effectivement, je comprends tellement bien aujourd'hui. Ah, il y a une part de moi qui aurait voulu contrôler, lui dire ce qu'elle devait faire il y a 3 ans déjà, hein, et qui a envie plusieurs fois, qui a essayé quand même de tenter la perche, qu'elle n'a pas prise, elle n'était pas prête. Okay. Et donc, en fait, ces relations toxiques, c'est ça. Qu'on voit très souvent quand on est victime et puis on va assassiner l'autre en disant que c'est terrible, ça peut être douloureux, je ne remets pas ça en question, mais là où je reviens vraiment, c'est jusqu'où nous prenons notre responsabilité, de à quel moment nous nous sommes affirmés et jusqu'où. Un exemple que je peux donner, puisque là, je suis en train de partager dans le groupe Facebook. Alors, tout le monde n'est pas sur le groupe Facebook, donc je remets un peu de contexte. Mais c'est vrai qu'il y a quelques jours, j'ai fait ce que j'appelle un recadrage, parce que ça me semblait important au niveau de la sécurité du groupe, parce que je trouvais que beaucoup de choses qui étaient déposées n'étaient pas forcément à propos par rapport au congrès et pouvaient activer toute une série d'autres personnes. Donc, alors après, c'était pour moi, OK, jusqu'où c'est ma part contrôlante qui met le cadre? En même temps, je suis gestionnaire du groupe, hein, c'est moi qui en ai la responsabilité, donc je le pose. Et jusqu'où je suis dans l'ouverture du cœur par rapport à ça. Et c'est pas forcément évident hein, de savoir quelle est la juste posture. Mais j'observe. J'observe ce qui est en train de se passer, tout comme, c'est là où je voulais en venir également, à un moment donné, je me suis dit, oh, il y a plein de personnes qui vont pas être contentes, que je vais blesser, donc je vais rien dire. De toute façon, d'une part ou d'autre, des personnes qui sont blessées, je n'ai pas l'intention de blesser les gens, hein, mais en fonction de ce que je peux dire, de ce que je ne dis pas. Parfois, je mets un petit pouce, un petit like ou un cœur à certaines personnes, je ne le fais pas pour d'autres, ou bien j'écris parce que j'ai plein de choses à faire et que je mets une petite phrase
pour donner une information, mais je ne dis pas bonne soirée, merci, pas parce que je veux pas le dire, c'est juste que j'ai pas le temps, ou je suis fatiguée, ou j'oublie, je suis un être humain, quoi. Donc, comme quand vous discutez avec votre mari, votre femme, votre boss, vos collègues, vos enfants, enfin, voilà, on peut pas toujours tout emballer. Alors, j'essaie d'être vigilante et présente à ça, mais voilà, moi je sais pas, et c'est bien ok comme ça, et je m'accepte là-dedans. Et donc c'est le fait aussi, hein, si je reste par rapport à cet exemple que je vous donne, si j'ai peur de blesser, à un moment donné, le risque c'est que je ne dise rien, que je ne fasse rien. Or, mon expérience, c'est que au plus on se positionne vite et en alignement avec qui nous sommes, avec nos valeurs et ce qui est juste pour nous, en le faisant avec le cœur ouvert, c'est ce que j'ai essayé de faire dans le groupe, en comprenant bien que ça pouvait être difficile pour certaines personnes, décevant, ça allait heurter toute une série de personnes, et en étant bien consciente aussi que c'était nécessaire pour d'autres. Et donc, voilà. Et j'ai reçu des mails de personnes qui trouvaient ça honteux, machin, etc. Et j'ai reçu des tas d'autres messages qui disaient que c'était super. Après, c'est pas possible dans la vie d'être aimé par tout le monde. La première chose, c'est d'abord de s'accueillir dans ce qui est juste pour nous et dans ce qui aligne. On en a reparlé aussi dans certaines interventions aussi. On peut pas, je sais qu'on a souvent la peur de blesser. Et donc, parfois, on s'abstient de dire pour ne pas blesser. Mais je ne pense pas que ce soit une bonne piste à un moment donné, parce que à terme, on finit quand même par faire du grabuge ou blesser. Et puis l'autre peut prendre en charge aussi le fait qu'il soit touché, soit blessé, que ça lui appartienne. Okay. Donc, je reviens à ces relations pour bien clarifier. On a d'un côté quelqu'un qui a besoin d'avoir le contrôle parce que ça lui donne le sentiment qu'il est sécurisé ou rempli. Parce que sinon il ne sait pas à quoi se raccrocher. Et puis on a de l'autre côté quelqu'un qui ne s'exprime pas, qui ne met pas ses limites clairement tout de suite, peut-être parce qu'il n'a pas encore appris, qui quelque part n'écoute pas ses intuitions, mettre le couvercle aussi peut-être, et qui se laisse faire, et puis à un moment donné ça devient explosif. La relation elle devient toxique quand tout ça dure trop longtemps, qu'il n'y a pas eu d'expression, et qu'à un moment donné, mais qu'est-ce qui se passe? Mais vous en avez complètement marre, et boum, ça sort. Or, ça peut sortir de plein de manières, soit vous déprimez, vous faites une dépression, vous quittez votre boulot, un burn-out, ça c'est les grosses explications, ça ne va pas toujours jusque-là heureusement, parfois c'est juste à un moment donné, j'explose, alors non, moi j'en peux plus, laisse-moi, okay. D'où l'important d'être bien aligné avec soi, de s'ouvrir au cœur. Alors après, donc ça c'est mon explication de la relation toxique et comment très succinctement, entre guillemets, sortir. On est bien d'accord que ce n'est pas juste un coup de baguette magique, c'est tout un travail sur soi, mais j'avais besoin de poser ce cadre-là avant de faire le lien avec le haut potentiel et l'hypersensible. Alors, moi, je pense qu'il y a deux aspects qui peuvent attirer ce genre de relation. Il y a d'une part la haute sensibilité et cette intensité avec laquelle nous vivrons, qui fait que on peut, et si elle est couplée à une mauvaise estime de soi, qui fait qu'on a besoin de remplir ce réservoir-là, donc on est potentiellement des sources, ou en tout cas là pour comment je vais dire ça? Donc, on est potentiellement, j'aime pas le mot cible, c'est pour ça que je tourne alentour, mais c'est celui qui me vient. On est potentiellement des cibles, si ce n'est que cible ne me paraît pas le bon mot là quand je vous le dis, parce que je ne suis pas convaincue du tout que la personne qui est dans le contrôle cherche des cibles, mais quelque part, on est des aimants. Voilà, je préfère ce mot-là. On est en haute sensibilité avec une mauvaise estime de soi, en tout cas même dans le moment, on peut effectivement être des bons aimants pour des personnes qui ont, et aimants à double sens, pour des personnes qui ont besoin de, quelque part, de contrôler, d'accord, qui ont besoin de ça, ils ont besoin de trouver effectivement ce genre de situation et de personnes avec qui fonctionner de cette manière-là pour se rassurer, ok. Et le leur, c'est que nous pensons aimer et nous laissons faire. Au titre que nous sommes dans la bienveillance, dans l'amour et toute une série de choses. Okay, en oubliant très très souvent que la première personne à aimer et avec qui être bienveillant, c'est soi-même. Je répète, je peux comprendre tout ce qui se passe de l'autre côté, mais je ne suis pas là pour accepter. Ça, c'est le boulot de l'autre.
très claire sur ça en ce qui me concerne, du moins aujourd'hui. Je n'ai pas toujours été. Un autre aspect que j'ai quand même assez souvent remarqué chez les hauts potentiels, c'est le côté j'aime les défis. J'aime les défis, je vais y arriver, j'ai besoin de me prouver des choses. Et si je vais y arriver avec plein de stratégies, c'est pas toujours conscient non plus, mais ça, c'est un super piège. Je me suis observée là-dedans, moi. Même à prendre un certain plaisir, vous savez, il peut y avoir une forme, à un moment donné, glisser dans la joute verbale. Et chez nous, chez le haut potentiel, ça peut être quelque chose de d'excessivement challengeant et on va rentrer là-dedans et on oublie de revoir à quel moment c'est juste pour nous. Parce que c'est très cool les jeux de verbal. Moi, j'ai grandi dans une famille où les jeux de verbal étaient pas mal. Okay, je pense que avec un peu d'entraînement, je suis prête pour la ligue d'impro. mais c'est vraiment comme ça, hein, du côté de mon père en particulier. Maman m'a toujours expliqué quand elle s'est fiancée à papa et qu'elle est arrivée chez ses futures belles-sœurs et beaux-frères, elle n'était pas du tout habituée à ça en tant que fille unique. Et elle s'est demandé ce que c'était de voir tous ces gens, paf, 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 des blagues, etc. Et elle m'a dit, ah, moi, j'ai trouvé ça sympa. Bon, ok, et ça peut être sympa, hein, ça peut être vraiment très, très riche. Mais il arrive à un moment donné, on peut aussi confondre cet humour noir à répétition, joutes verbales qui vont nous griser, dans lesquelles on peut rentrer, et respect de soi et de l'autre. Le tout est de trouver l'équilibre. Moi, je ne suis pas contre ces joutes verbales. C'est juste qu'à un moment donné, jusqu'où ça va et jusqu'où on revient vraiment à un moment donné dans quelque chose qui est de la bienveillance et qui est OK. Hein, pour les personnes qui étaient au 3e congrès lors de la table ronde du 3e congrès, lors de la soirée de gala, c'était un régal cette joute verbale parce qu'il y a vraiment eu de ça en fait. C'était vraiment un régal, mais c'est resté bon enfant et bienveillant. Ouais, à un moment ou un autre, je prends cet exemple-là parce que vous le connaissez, Fabrice Michaud était dedans. Je ne sais plus à un moment donné ce qu'il a sorti et je lui ai renvoyé une pique et tout le monde a éclaté de rire, mais c'est parce que la relation de confiance est établie, parce que je sais qu'il peut prendre l'humour et que le contexte, et que c'était court et que le contexte se prêtait à ça. Là où ça devient quand même un point d'attention, je pense, c'est quand on n'est que là-dedans, tout le temps. Et à un moment donné, vous commencez à vous sentir épuisé. Hein, écoutez vraiment votre énergie. Hein. Je pense que la première chose, je vais revenir au corps, la première chose qui nous permet de dire si on est dans une relation qui est OK pour nous ou pas, et je dis OK, même pas forcément toxique, hein, c'est de se dire, OK, quel est mon niveau d'énergie quand je suis avec cette personne-là? Est-ce que constamment, ça tire, ou constamment, ou souvent, je suis plutôt dans l'énergie quand je suis avec la personne en question, quoi. OK? Donc, je reviens, haute sensibilité, jeu de verbal côté au potentiel, ça peut effectivement jouer sur cet aspect-là des choses. Je pense que ce qui fait qu'on y reste, parce que c'est ça, une fois de plus, ce qui fait qu'on y reste, c'est très souvent, quand je dis réservoir d'amour qui n'est pas rempli, c'est regard sur soi, hein, c'est le regard de l'autre dans un moment hein, qui nous fait du bien. Euh, et c'est très lié au manque d'estime de soi. Et on revient très souvent à l'enfance, hein, quand on n'a pas été forcément validé ou quand on a grandi dans une famille qui est pas forcément, qui n'a pas forcément elle-même une très très haute estime d'elle, que ce soit des deux côtés des parents, qui n'a pas conscience de son mode de fonctionnement, qui n'a pas pris l'habitude de valider. Alors, moi, je ne suis pas dans une famille, je ne suis pas issue dans une famille qui donne du feedback positif. Feedback négatif, hein, pour savoir ce que je peux améliorer, je peux vous dire que ça, j'ai grandi avec ça. OK? Et en même temps, voilà, ça n'a pas toujours été simple, mais
C'est probablement pour ça aussi que ça me permet d'aller dans les détails aujourd'hui et de faire un congrès qui, je pense, a vraiment pensé à plein de choses et où on va dans la qualité. Hein. Donc, il y a aussi ça. Hein. Je peux voir aujourd'hui que éduquer à la baguette comme je l'ai été avec ce genre de principe, tu peux mieux faire ou des choses qu'on peut tout le temps améliorer. Ça n'a pas toujours été simple, mais voilà, j'en tire quelque chose de positif aujourd'hui. Donc, voilà, important. Donc, toute la partie estime de soi a évidemment un impact sur ça. Parce que si vous regardez comme quelqu'un ayant de la valeur, mais surtout étant digne de respect, c'est plus ça le mot. Hein, si vous vous estimez digne de respect, et c'est probablement ça qui est important à travailler, et assez souvent en thérapie, ok? À partir du moment où vous vous valorisez et vous vous estimez et vous êtes conscient que vous êtes digne de respect, digne d'être qui vous êtes, digne d'être aimé, digne de plein de choses, ça, c'est vraiment à ce moment-là, oh, attends, stop, hein, non, 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 moi, je ne laisse pas faire ce genre de choses. OK? Donc, je pense que la haute sensibilité va évidemment jouer là-dessus, mais également le sentiment de décalage. Parce que si le sentiment de décalage, il est là depuis longtemps, qu'on ne vous a pas expliqué que c'était OK d'être différent et que vous n'avez pas compris avant, il y a peu de temps ou très récemment, ou enfin avant un moment en tout cas, ben vous vous êtes construit probablement sur cette idée que vous n'étiez pas adapté et que c'était alors c'est pas forcément conscient, hein, même il y a des personnes qui me disent oui, moi, c'est ce que je me répète en boucle. Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est que vous vous dites que ben, l'autre a raison et que effectivement, quand vous faites des reproches, hein, si en plus vous êtes bien brave, comme on dit chez nous, ben, vous vous dites ok, je vais avancer, je vais prendre sur moi, je vais travailler sur moi. Oui, mais enfin, c'est bien de travailler sur soi, mais moi, je conseille de ne pas se taper sur la tête ou se lyncher, de s'auto-flageller, plutôt, c'est ça le bon mot. Enfin, regardez-vous avec douceur aussi. Regardez-vous avec douceur. Moi, je vous donne des exemples perso, juste que vous remarquez un degré où je ne vais pas, je pense, en tout cas, vous me direz, mais trop loin, juste à partager pour moi. J'ai appris à avoir de la douceur pour, et pas toujours, hein, parfois c'est encore compliqué, mais j'ai appris à donner plus de douceur à la petite Nathalie qui attendait effectivement qu'on lui dise que ce qu'elle faisait était bien, qu'il n'y avait pas beaucoup de retour de ses parents parce que j'étais très très peu présent, ils travaillaient beaucoup. Hein, c'est à tel point que en tant qu'enfant, je me rappelle de certaines choses que des personnes, des clients de mes parents au restaurant, par exemple, me disaient. Un jour, il y a une dame qui m'a dit, c'est très rigolo comme je pense aujourd'hui, mais j'étais petite, hein, je ne sais pas quel âge j'avais, qui m'a dit, souriante, on me disait souvent, je pense que mon sourire, en fait, moi, il s'est développé, il est authentique aujourd'hui, hein, mais il s'est développé parce que c'était cet enfant qui avait besoin de montrer qu'elle était aimable. Un sourire derrière les oreilles depuis que je suis toute petite, quoi. Et après, j'ai appris aussi aujourd'hui à vérifier est-ce que mon sourire est authentique ou pas. Hein, je pense fondamentalement qu'il l'est, mais je ne pense pas qu'il l'ait toujours été quand j'étais enfant. Enfin, authentique, oui, mais avec quelle recherche? Donc, je reviens à cette dame qui m'a fait dit, souriante, on me le disait souvent, mais que j'étais gracieuse. Et j'avais tellement pas l'habitude de recevoir ce genre de compliments que je me rappelle, je vous parle de ça, je vais avoir même pas 6 ans, 5 ou 6 ans, je m'en rappelle encore. Donc voilà, j'accueille cette petite fille, voilà, qui a fonctionné comme ça. Et puis parfois, cette petite fille, elle revient encore aujourd'hui par rapport à certains commentaires, par rapport à certaines choses qui se passent dans ma vie, mais j'accueille. Oui, je sais bien pourquoi c'est comme ça et c'est OK. Ça va aller. Hein. Isa Padovani nous a montré, mettre la main sur le cœur, c'est ça qui est important aussi. OK? Donc, je pense que ce sentiment de décalage peut aussi jouer dans le fait que nous attirions. Et donc, ce n'est pas forcément destiné aux potentiels ou aux hypersensibles ou multipotentiels. Hein. Ça peut être toute personne qui vit un décalage
J'aurais pu le vivre avec mes appareils auditifs, avec mon problème d'ouïe. D'autres personnes peuvent le vivre parce que, je sais pas moi, ils ont une tache dans le visage, parce que ils sont en charrette roulante. Enfin, il peut y avoir plein d'explications ça, sur le sentiment de décalage, enfin plein de causes par rapport au sentiment de décalage. Qu'est-ce que j'ai noté? Je connais bien le sujet, mais par contre, je peux aller dans validation, j'en ai parlé. J'ai parlé du mécanisme. J'ai parlé aussi que nous contrôlions. Alors, je voudrais juste boucler cette petite vidéo, pas si petite que ça, mais je voudrais boucler cette vidéo sur cette notion d'amour. Parce que j'ai lu dans le groupe Facebook un échange suite à l'intervention de Rémi Tremblay qui disait qu'il avait appris à aimer. Quelqu'un a posé une question pendant une question-réponse sur les relations toxiques et un pervers narcissique, justement, et il disait qu'il avait appris à aimer. Alors moi, perso, je vous donne juste ma réflexion là où j'en suis maintenant. Quand on me dit aimer quelqu'un qui m'a blessé, vous voyez mes mimiques? C'est pas simple, j'admets, ok? Surtout si c'est tout frais, surtout si c'est quelqu'un qui m'était proche, c'est pas forcément facile et c'est pas le mot que j'utilise. Et je me faisais une réflexion récemment. Je dis oui, mais si j'aime, je vais encore parler de gâteau au chocolat ou de chocolat. Vous savez que je suis gourmande, vous avez compris, mais si je dis que j'aime du chocolat, a priori, ça veut dire aussi que si j'aime, j'ai envie d'en manger. Et donc, je fais ce comparatif-là en me disant que si je dis que j'aime quelqu'un, c'est effectivement comme si j'avais envie, entre guillemets, de manger de la personne, donc d'être en contact et en lien avec elle. Et donc, c'est pour ça que voilà, c'est une des raisons dans la sémantique, c'est une question de sémantique, bien sûr, pour laquelle j'ai du mal à dire ça. Par contre, quand j'ai commencé à travailler avec l'école de présence thérapeutique de Thierry Janssen, lui parle d'ouverture du cœur. Et pour moi, ça a vraiment été quelque chose une notion qui me parle énormément. À ouvrir mon cœur au chocolat, on est bien d'accord que j'ai toujours envie de manger du chocolat. Mais si vous me dites ouvrir mon cœur à quelqu'un qui m'a blessé, ça c'est possible. Parce que ça me permet moi d'être là, d'ouvrir le cœur, c'est bon pour moi, c'est bon pour l'autre, mais ça ne veut pas dire que je dois rentrer en relation avec l'autre, métaphore du chocolat en manger, et ça ne doit pas dire non plus que je dois accepter. Ça veut dire juste que je suis capable de voir chez l'autre la personne qui elle-même est blessée, que je suis capable de voir chez l'autre la personne qui a eu besoin de mettre en place un mécanisme, sachant que moi aussi, je peux parfois être dans ce mécanisme-là. Et même s'il y a une petite voix qui me dit « oui, mais pas autant », bah si, quand même. Parfois, tu peux faire des trucs qui sont pas très cool. Après, tu as aussi la capacité, il y a l'autre petite voix qui dit « oui, mais tu as aussi la capacité de venir t'excuser, etc. » Oui, mais n'empêche, ça m'est arrivé, et peut-être souvent, de blesser des gens, et ça peut encore m'arriver aujourd'hui. Okay. Et la notion pour moi d'ouverture du cœur, c'est ça, c'est me dire, ok, d'accueillir le moment dans lequel j'étais quand j'ai blessé quelqu'un, d'accueillir le fait que l'autre, aujourd'hui, en face de moi, ne sache pas comment faire d'autre. Et d'accueillir aussi la part de moi, d'ouvrir le cœur à cette part de moi qui s'est laissée faire, qui n'a pas eu cette capacité de revenir à elle et te dire ça, c'est pas juste. Ça, je suis plus prête à accepter. Parce que quand on le fait avec l'ouverture du cœur, on le fait de manière juste, il n'y a pas de combat. Il y a quelque chose qui est placé. Voilà ce que j'avais envie de dire. En tout cas, là où moi, je me sens aujourd'hui. Et je vous l'ai dit, peut-être que dans 2 semaines, je vous dis autre chose, mais ça fait partie de mon chemin. C'est comme ça que je le vois. Je ne sais pas ce que Rémi Tremblay, si c'est ça qu'il a voulu dire exactement. Il l'a dit avec ses mots. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'il y a cette énergie d'amour qui l'habite.
Okay, et pour moi, c'est vraiment cette énergie, cette ouverture du cœur, y compris physiquement. Voilà, donc pour boucler sur cette intervention de la journée sur haut potentiel, haute sensibilité et relations toxiques, je vous invite vraiment, dans un premier temps, à observer. Quand vous êtes dans ce type de relation où vous avez le sentiment que vous glissez, observez ce qui se passe. Observez aussi dans vos relations quel est le niveau d'énergie dans lequel vous êtes. Observez ce que ça vous fait et observez aussi à quel moment vous ne vous respectez pas. Observez quel est l'enjeu pour vous. Qu'est-ce que vous croyez qui va se passer si vous vous exprimez? Ça sont déjà plein, je pense, j'ai le sentiment, déjà plein de pistes qui vont vous permettre de conscientiser vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de choses, je pense. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Je regarde dans le chat pour voir s'il y a d'autres commentaires par rapport à ça. Alors, quelqu'un demande quand des personnes, moi je recadre sur le fait que donc la question, hein, c'est quand les personnes toxiques étaient des parents, comment en sortir avec cette blessure? Je crois fondamentalement que nos parents ont fait ce qu'ils pouvaient au moment où ils pouvaient, avec l'intelligence du moment où ils l'ont fait telle ou telle chose. Okay, ça existe bien entendu, mais je pense que peu de parents ont vraiment voulu blesser leurs enfants. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas pour ça été blessants. Euh, et vraiment, j'invite à faire un chemin de réconciliation avec soi, avec l'enfant blessé, et vraiment de le travailler. Moi, je l'ai travaillé en thérapie, vraiment. Ça n'a jamais été un secret pour personne. Moi, je ne veux pas dire que je suis une fan de la thérapie. Si on n'en a pas besoin, on n'en a pas besoin. Puis chacun ses adeptes, mais j'assume complètement le fait que j'ai été accompagnée pendant des années et que ça me permet d'être la personne que je suis aujourd'hui. Alors moi, je suis pas sûre de toujours faire le tri dans ces relations, parce que, alors le tri, bien sûr, c'est privilégier les relations dans lesquelles on sent qu'il y a de l'énergie, etc. Mais on peut pas toujours choisir. Professionnellement, voilà, ou même dans sa famille. Est-ce que ça veut dire que s'il y a des personnes, moi, il y a certaines réunions de famille qui sont encore très compliquées pour moi. C'est juste que le deal que je fais avec moi, c'est que c'est un certain temps. Et que le lendemain, ça va être une journée plaisir pour moi. Et que je me prépare à y aller avec un cœur ouvert et avec l'intention que tout va bien se passer. Voilà. Hein, je pose mes limites de moi par rapport à moi aussi. Okay, ça ne veut pas dire que je décide de couper, en tout cas. Alors oui, c'est sûr que ça peut laisser des traces quand il y a eu des situations d'abus, etc. Je ne remets pas ça en question, quoi. Douceur. Le rire est un masque. Ça peut. Pas toujours, mais ça peut. Ouais, ouais. Ah, la culpabilité, ça, c'est tout un chemin à faire. Hein, mais quelqu'un qui nous dit c'est exactement ce que tu avais besoin d'entendre, c'est génial. Prendre conscience de sa responsabilité et vulnérabilité, oui, tout à fait. Et ne pas glisser. Moi, j'aime bien ce terme glisser. Comme le toboggan, là, j'arrive à un moment donné, au début, on n'est pas obligé d'y aller, comme, puis à un moment donné, plus vite qu'on ne le pense, quoi. Alors, oui, je vois ici, hein, c'est compliqué et délicat quand il faut s'exprimer envers un collègue toxique, une fois de plus, dans une relation qui est en train de glisser envers un collègue que moi je vais appeler contrôlant. Oui et non. Parce que finalement, il arrive à un moment donné jusqu'où on va. Que si on n'apprend pas. Le souci, très souvent, c'est qu'on attend. Et ça devient délicat quand on attend trop longtemps. Oui, ou plus on attend, ça devient délicat. Mais à un moment ou à un autre, il faudra s'exprimer. Donc, soit c'est le corps qui s'exprime pour nous, dans mon expérience. Le corps, mon expérience aussi, c'est des accidents de la vie. Hein, vous savez, parce que j'en parle régulièrement, que j'ai eu un accident de voiture. Moi, c'était 1 an, même pas. C'était dans les 9 mois qui ont suivi ma découverte du haut potentiel. C'était la même année. Hein, donc, la découverte du haut potentiel, c'était début d'année et l'accident, c'était 1er décembre. Je crois fondamentalement que quand nous n'entendons pas ce qui est important pour nous d'entendre,
la vie met ce que j'appelle des moments de rupture sur notre route. C'est le cas de le dire avec un accident de voiture. Moi, je ne sais pas comment je suis sortie de cet accident, mais enfin si, parce que c'était pas sur autoroute, heureusement, mais il n'y avait plus de voiture. Hein. Et je peux vous dire que j'aurais pu me faire vraiment très très mal. Et je suis sortie physiquement, du moins, indemne. Enfin, presque. Juste un petit coup du lapin, mais qui s'est vite réparé. Aujourd'hui, c'est de la vieille histoire, quoi. Euh, Ouais, quelqu'un nous dit, hein, je vis des choses complexes au travail, je me traite trop souvent. Je vais vous donner un exemple aussi. Je ne vais même plus dire aujourd'hui que j'ai été victime de harcèlement en étant indépendante dans une entreprise parce que je sors du mot victime. Mais voilà, je vais reformuler en disant j'ai glissé dans une relation toxique qui est devenue une deuxième relation toxique en entreprise quand j'étais jeune indépendante. Et je n'ai rien dit. Et c'est devenu épouvantable, terriblement, terriblement souffrant. Et à une époque où je venais de démarrer mes activités 2 ans avant, ouais, c'est ça, j'avais 2 ans d'activité. Et donc, moi, perdre mon plus gros client, c'était juste quelque chose d'impensable. Et à un moment, je n'en pouvais tellement plus que je me suis dit, c'est ça où je repars en burn-out. Et donc, j'ai nommé les choses. Je ne suis pas sûre que je les ai nommées de la même manière, mais j'ai fait le choix de nommer les choses. Et je me suis fait éjecter, bien entendu. Okay. Alors, bien entendu, parce que la posture dans laquelle j'étais à l'époque, c'était une posture de revendication, et que j'étais dans la colère, et que j'étais dans les jeux de pouvoir, à l'époque, probablement dans de la victimisation. Et donc, ça a été une période très douloureuse, très insécurisante. Et j'ai en même temps le bon souvenir de cette époque, d'une part, parce que ça m'a vraiment permis de conscientiser que je laissais faire et de mettre le mot sur cette notion de relation toxique et de dénouer plein de choses. Ça a vraiment été un point de départ chez moi, parce que je n'avais pas conscience de ça avant. Mais surtout, j'ai euh, attiré, on va dire, mes missions, parce que je me rappelle, j'ai perdu en septembre de cette année-là, oui, donc c'était le dernier semestre. Hein, en tant que formatrice, vous avez un semestre de formation qui est planifié, et puis, si ça tombe à l'eau, ben, c'est foutu. Et j'avais 30 journées, donc la moitié de mon chiffre d'affaires annuel en gros. Hein, à l'époque, petit chiffre, et donc je n'avais plus rien. Et je ne savais pas comment, mais j'avais l'intuition qu'il fallait que je lâche. Et je l'ai fait, aidée par une coach à l'époque. Je l'ai fait, j'ai lâché. Et ce qui a été vraiment merveilleux, c'est que j'ai pu remplacer quelqu'un qui avait dû s'absenter dans le cadre de ses missions chez un partenaire avec qui j'ai commencé à travailler à ce moment-là. Je me suis éclatée dans cette partie-là. Et l'année suivante, donc ça c'était en 2007, et je vous dis ça parce qu'en 2008 c'est l'année où il y a eu le crash boursier, et je me suis retrouvée avec ce partenaire à travailler, je travaillais dans le monde bancaire. Autant j'ai pas particulièrement adoré bosser dans le monde bancaire, j'ai néanmoins adoré, j'espère que c'est pas ambigu, mais travailler au moment de la crise boursière, il y a quelque chose, je suis assez à l'aise avec l'accueil des émotions. Et on est intervenu en gestion de crise. Et c'est vraiment une mission qui a eu du sens. On ne peut pas dire que j'ai adoré parce que émotionnellement, c'était très, très lourd. Mais j'ai vraiment, vraiment donné du sens à ce que je faisais à l'époque dans cette mission-là. Et je me dis que si je n'avais pas je m'étais pas acceptée dans ce qui était douloureux, et si je n'avais pas rompu cette relation avec ce client, ben, je n'aurais pas eu cette possibilité-là. Donc, je pense que quand on se respecte, qu'on s'aligne et qu'on s'écoute, la vie nous amène ce dont on a besoin. C'est ma conviction aujourd'hui. Je n'avais peut-être pas à ce moment-là, un peu juste que vous partagez mon vécu par rapport à ça. Alors, on ne sait jamais ce qui vient de l'autre. On ne sait jamais ce qui vient de l'autre. On peut juste voir ce qui vient chez nous. L'autre, ça lui appartient. Et je sais qu'on aimerait bien savoir, on est bon là-dedans avec le haut potentiel pour aller creuser l'empathie, etc. Et ça revient à la notion, quelqu'un parle de la notion de responsabilité, c'est vraiment ça. Je prends ma responsabilité dans ce qui m'arrive, pas que je l'ai nécessairement attiré, c'est pas ça, mais
qu'est-ce que je n'ai pas fait pour, à un moment donné, mettre le halte là, ok? Et qu'est-ce que je ne fais pas aujourd'hui pour aller mieux sortir de ça, ok? Et je sais que parfois, on peut se sentir coincé et parfois, on a besoin d'aide, hein. Ça m'est arrivé en accompagnement d'accompagner des personnes où c'était pas évident, pas simple du tout. Donc, allez chercher de l'aide, demandez, hein, mais, mais faites ce pas-là. Restez pas tout seul si vous vous sentez là-dedans, en fait. Mhm. Où en est notre quête d'amour? Ça, c'est tout un sujet. Hein. Je suis même pas sûre que l'autre se venge vraiment, mais c'est là où je suis aujourd'hui. Voilà, une question. Les accidents arrivent quand le cerveau bug aussi. Oui, oui. Alors, ma sœur est à fond dans le fait que ses parents sont toxiques et je suis en compétition avec elle. Et du coup, elle a coupé les ponts avec moi. Elle est très perverse dans ses propos avec mes parents, sauf que non, pas du tout. Ce sont juste des parents qui ont fait face, ils sont plus avec le bagage qu'ils avaient. D'ailleurs, les parents parfaits n'existent pas actuellement en période d'acceptation HPI. Oui. Ça, c'est le chemin de votre sœur. Et peut-être que le chemin va durer longtemps, peut-être que pas. Dans un de mes groupes récemment, j'ai trouvé quelque chose de très très beau, quelqu'un qui a partagé effectivement que elle avait repartagé avec sa sœur sur ce qui s'était passé dans sa famille après une coupure. Mais je pense qu'on peut faire ça à partir du moment où on a commencé à penser certaines choses. Penser, donc pas avec un E, mais avec un A. Penser les blessures. Ah oui, mais ça, on peut être persévérant, hein, à un point où on s'oublie. Si on pouvait être aussi persévérant dans notre manière de nous accueillir, quoi, mais voilà. Hein. Alors oui, je suis bien d'accord que ça n'est pas simple. Et un pas à la fois. Un pas à la fois. Moi, je vous partage là où j'en suis aujourd'hui. Peut-être que si je réécoute cette vidéo dans 6 mois, je vais me marrer en me disant ouais, n'importe quoi. Peut-être pas. Et peut-être que si je refais une vidéo au congrès, au 6e congrès sur le même sujet, je vais venir avec tout à fait autre chose. Je ne sais pas, je peux juste vous dire que là où j'en suis aujourd'hui, j'avais envie de vous partager ça parce que la question a été relativement souvent posée. Voilà. Je vais boucler ici. Je vous souhaite une belle journée et je vous retrouve très bientôt pour les interviews. Au revoir.